C'est un des meilleurs moments de la saison. C'est un circuit qui est difficile, mais qu'on adore. C'est un des circuits les plus connus au monde. Beaucoup de rapidité, beaucoup de rythme, des changements d'élévation. Et puis c'est un mythe du sport automobile depuis déjà de longues années. Spa, c'est certainement un des plus beaux circuits au monde. Bon, malheureusement, il pleut souvent. Mais quand il n'y a pas de pluie, c'est vraiment génial. Et puis quand il pleut, il faut composer, il faut faire avec. Beaucoup de coureurs champions du monde roulent dessus. C'est un privilège de rouler dessus. Et c'est un circuit qu'on a la vitesse, le freinage, sensation de virage. On a tout. Il est complet ce circuit. Ça va vite et en même temps, il y a des endroits où ça va beaucoup plus lentement. Ça monte, ça descend. C'est un super tracé. Quel meilleur endroit! Quel circuit fantastique, c'est le plus beau circuit du monde. L'engouement pour le circuit de Spa-Francorchamps est centenaire, tout comme la piste qui a fêté récemment ses 100 ans. La première course automobile sur le circuit de Francorchamps en effet eut lieu en 1922, ce qui fait de ce circuit la plus ancienne piste routière en activité au monde. Cela aussi, ça fait partie de l'engouement, de la passion qui se dégage dans ce petit coin des Ardennes belges qui, depuis quelques années, est devenu un lieu incontournable de la saison pour les séries Peter Auto. Voici donc en image l'esprit qui régnait à la mi-mai au sein du paddock de Francorchamps lors du Spa Classic. En ce qui concerne le mode d'emploi, le voici. Plus de 400 voitures de course, les plus récentes étant des années 2000, les plus anciennes datant des 50s, sont réparties en fonction de leur âge et de leur catégorie pour composer ainsi 10 plateaux qui se succèdent en piste pour offrir un véritable spectacle le temps du week-end. Commençons notre petit retour dans le temps avec les plus anciennes, les voitures de la catégorie 50s Legends qui, comme son nom l'indique, regroupent des machines des années 50. À cette époque, on courait surtout avec des petites voitures de sport, Austin Hillet, MGB, Jaguar XK, voire même des Austin Mini. C'est aussi à cette période qu'apparaissent d'étranges voitures taillées pour la course, telles que cette Lotus 11. Une petite Lotus fidèle à la philosophie de Colin Chapman, le créateur de la marque. Exactement, chez Lotus, ils travaillaient beaucoup sur le poids pour favoriser la performance. Tout ça pour battre les plus grosses voitures, plus puissantes, et cette voiture en est un exemple parfait. L'aérodynamique, encore à ses balbutiements à l'époque, était aussi une des préoccupations chez Lotus. Effectivement, elle est très fine et puis, vous savez, ce petit moteur ne fait que 120 chevaux et donc on peut quand même atteindre des vitesses intéressantes sur un très beau circuit comme Spa. Légèreté et pénétration dans l'air, c'est précisément une des clés qui, à l'époque, a permis à Jaguar d'enfiler les victoires avec ses modèles C puis D aux 24 heures du Mans. La Jaguar D est une icône reconnaissable entre toutes avec sa dérive positionnée derrière la tête du pilote. Châssis et carrosserie en aluminium, frein à disque, cette voiture est totalement en avance sur son temps. C'est certainement une des premières voitures au monde avec des freins à disque. C'est une des premières voitures au monde avec une monocoque. Et c'est une des premières voitures au monde qui a été conçue par des ingénieurs aéronautiques. D'ailleurs, la carrosserie est attachée avec des rivets, comme les avions. Une Porsche, ça. Une Porsche? C'est un petit peu avant que ma mine soit née. Un petit peu Un avant? petit peu avant que je sois née. Ouais, c'est une vieille, hein, ça. Oui, fort fort. Fort, fort. C'est quoi celle-là? Aston Martin. Aston Martin? Une DB24 Berton Competition Spider, pour être précis. 3 ont été construites, celle-ci
est la seule encore existante. Ou encore, cette rarissime Jaguar type E low drag. Et puis une anglaise encore, une Frazer-Nash Targa Florio. Il y a eu un grand succès pour Frazer-Nash en 50 ou en 49. Ils ont été 3e au scratch des 24 heures du Mans. Ce qui était une surprise parce que c'était une voiture que personne ne connaissait. Donc ça a donné un retentissement. Alors ce modèle qui a gagné Le Mans, ils l'ont décliné, ils en ont fait une quarantaine et ils l'ont appelé Le Mans Replica. Et ensuite, ils ont produit quelques autres modèles, un coupé Le Mans qui a couru au Mans aussi, une Targa Florio, c'est celle-là. Et dans un coin du paddock du Greatest Trophy, une Bizarini 5300 GT. Mais celle-ci est bizarrement récente, sortie de l'usine. Et c'est le cas, car il s'agit d'une des 24 GT Corsa Revival que la marque va vendre, un superbe hommage à la voiture originale de 1965. Si on est bien mis dans les nouvelles tribunes, on a vraiment une superbe vision de la source, vraiment jusqu'au-dessus du raidillon. Et ça, c'est vraiment génial. Et tu vois, ce qui est bien ici, Loulou, sur le Spa classique, c'est que tu peux venir encore voir les voitures de près, tu vois, comme quand papa venait voir les Formule 1 il y a 30 ans d'ici. On peut rentrer dans les stands, on peut s'approcher des voitures et avoir un contact avec les mécaniques et avec les voitures. Et dans le paddock du Spa Classique, il y a énormément de choses à voir et une multitude d'animations, car tout est fait pour le public de tout âge, afin qu'ils vivent une expérience, une sorte de petit voyage dans la machine à remonter le temps. Avec les années 60, débute l'âge d'or des courses d'endurance et une variété énorme de voitures sur les pistes lors des week-ends de course. Il n'était pas rare de voir le lundi, après les coupes de Spa, les pilotes rentrer chez eux au volant de leur Morgane par exemple. Mais celle-ci est exceptionnelle. Il s'agit d'un modèle SLR. La marque n'en a produit que 3, avec une carrosserie totalement différente des modèles habituels, pas vraiment taillés pour fendre l'air. Et comme toutes les Morgane, le bois fait partie de la conception de la voiture. Le châssis est en acier. C'est la structure de la carrosserie qui est en bois. La carrosserie qui est en aluminium. C'est une voiture qui est très agréable à conduire et surtout ici, à Francorchamps. C'est un moteur 2,2 litres et vraiment c'est un plaisir. La SLR était un prototype de la marque conçu pour gagner au Mans, ce qui est précisément le cas d'une autre voiture engagée en 60s, une Porsche qui ne ressemble pas vraiment à une 911. La 904, c'est le premier prototype développé par Porsche. Elle a précédé les fameuses 906, 910 et puis la 917 qui a gagné le Mans en 1970. C'est vraiment une voiture très importante pour Porsche et un plaisir à rouler ici. Cette 904, d'une rare élégance, a tout d'abord été propulsée par un petit moteur 4 cylindres, d'où le chiffre 4 de 904. Ensuite, vers 1964, Porsche lui greffe un 6 cylindres 2 litres à double allumage, qui est le moteur de la voiture pilotée par Oliver Aspa, dans la course des 60s Endurance. Et qui dit endurance, dit pilotage à la lueur des phares. C'est donc dans le noir que s'est achevée la course des 60s, au son vrombissant des V8 Shelby Cobra, qui, comme à l'habitude, ont trusté les premières places. On n'en compte pas moins de 12 parmi les 15 premiers. La journée du samedi est allée au bout de la nuit, avec la soirée des pilotes organisée par Peter Otto dans les salons de l'hôtel de l'Eau Rouge. Soirée des pilotes, mais pas pour tous. Pendant que la plupart s'amusent, d'autres prennent place sur la grille de départ pour la course de Heritage Touring Cup, le HTC. Et sur la grille, cette Ford Capri RS 1600.
Elle est la voiture originale qui s'est imposée en 1972 lors des 24 heures de Francorchamps pilotées à l'époque par Jochen Mass et Hans-Joachim Stupp. Avant 1979, la course se disputait encore sur le grand circuit de 14 km avec une guerre impitoyable entre Ford et BMW. En HTC, la bagarre fait toujours rage entre les deux marques, avec des Capri RS qui croisent le fer contre des BMW 3 litres CSL. Pour les spectateurs belges, c'est l'occasion de revoir des voitures emblématiques de la course la plus populaire du royaume, telle que cette BMW aux couleurs des éditions Marabout, une société de la région qui désirait se faire connaître du grand public au milieu des années 70. C'est une voiture qui n'a pas sa couleur d'origine, malheureusement, parce que la voiture qui avait cette couleur d'origine-là avait disparu. Et donc c'est une voiture qui date de 75, que j'ai trouvée en Suède, qui a donc fait des championnats en Allemagne et dans les pays nordiques. Et puis il se fait que je connaissais le propriétaire de Marabout, donc je lui ai demandé l'autorisation de pouvoir la peindre à ses couleurs. Il m'a dit écoute, ça fait, il n'y a pas de problème parce que ça fait 30 ans que j'ai plus entendu parler de l'original. Et la première course que j'ai fait d'ailleurs ici à Spa, l'original est sorti du camion, juste le box, à côté de la mienne. Preuve s'il en est que les courses historiques participent à la conservation de notre patrimoine automobile. Pour l'anecdote, cette année à Spa, les victoires dans les deux courses HTC sont revenues à Ford. Et oui, il s'agit bien de Zak Brown. Le patron de McLaren est avant toute chose un passionné de course et le Spa Classic tombe parfaitement dans le calendrier ultra chargé de Monsieur Zak. J'ai été biberonné à l'automobile et je suis un grand collectionneur de voitures. J'apprécie vraiment voir toutes ces voitures historiques ici, c'est vraiment assez exceptionnel. Malheureusement, je ne cours pas assez souvent, j'ai un agenda trop chargé. Cet événement est vraiment incroyable. Patrick Peter réunit des voitures géniales toutes ici ensemble. Bon, après, on va avoir un petit peu de pluie traditionnelle ici à Spa, mais c'est pas bien grave. La pluie s'est en effet invitée au Spa Classic, mais gentiment, et au final, pour le plus grand plaisir des pilotes de la 2 litres Cup qui ont pu faire glisser leur 911 dans la plupart des virages. La 2 litres Cup, c'est une formule monomarque dédiée à l'emblématique Porsche 911. Mais attention, pas n'importe quel 911. On parle ici du tout premier modèle propulsé par le 6 cylindres à plat de 2 litres. Une voiture qui se conduit tout en glissade et en dérive. Ces images ont été filmées dans les années 70 par Jean-Claude Matoul dans le garage de son papa, à proximité du circuit. À l'époque, les équipes de course s'installaient dans les garages des environs et se rendaient ensuite au circuit par la route pour courir. Aujourd'hui, ces Porsche 911 Carrera RSR roulent en classique Endurance Racing 1 lors des meetings Peter Auto. Cette série regroupe les GT et les Proto de 66 à 71. Sur la grille, on retrouve en pole position cette rare McLaren M6B et puis les très efficaces Lola T70 et autres chevrons B19.
Mais à y regarder d'un peu plus près, il y a aussi des proto-Porsche 906, 910, descendantes de la 904 dont nous venons de parler, et puis les incroyables barquettes 908, dont celle de Marc de Siebenthal. C'est le châssis 02, la toute première voiture qui a fait test développement pour Porsche. Willy Cousin, Paul Frère ont beaucoup roulé développement pour cette voiture. C'est pas un coupé 908 va beaucoup plus vite cette voiture-là, mais cette auto-là, elle était intrinsèquement plus rapide au Nürburgring que la 917, parce que tellement agile, maniable dans les courbes, mais au vitesse de pointe, non, elle n'est pas excessivement rapide. C'est pas son point fort, mais c'est pas le but. Le but de cette voiture, c'était une victoire à la Tagliaforio, ce que Porsche a réussi à faire. Pour le plaisir des oreilles, refermons le chapitre du CER1 avec la Matra MS 650 et son moteur V12. Les plus fins connaisseurs se souviennent sans aucun doute que Matra a remporté les 1000 km de Francorchamps en 1974 sur le grand circuit avec la MS 670 pilotée par Jacques X et Jean-Pierre Jarier. Les voitures du classique Endurance Racing 2 sont un peu plus jeunes que celles que nous venons de suivre en CER1. Dans cette catégorie, il y a à nouveau des protos, Lola, Chevron, March, Osella, Doge, mais également des GT. En cette fin des années 70, début 80, la mode était au bodybuilding et les voitures de course n'y ont pas échappé. Petit tour des effectifs de ces GT qui montrent leurs muscles. Avec cette Ferrari, qui est dérivée de la fameuse 512 BB. En course avec sa carrosserie aérodynamique et son gros aileron, elle devenait la 512 BB LM. La BMW M1 se transformait en M1 Procar pour participer aux courses d'avant Grand Prix de Formule 1. Elle héritait au passage d'élargisseurs d'ailes et d'un gros aileron. Avec le 6 cylindres en ligne, elle crachait ses flammes lors des rétrogradages. La Porsche 911, elle aussi, a hérité d'un joli kit de carrosserie pour se transformer en redoutable 935. Enfin, cette pièce unique. Il s'agit d'une Aston Martin DBS V8 RHAM1, gonflé par RH Robin Hamilton, un mécanicien de génie et pilote émérite qui emmena sa création jusqu'au podium en GT lors des 24 heures du Mans 1977. Il n'y a que dans les séries Peter Otto qu'il est possible d'admirer tant de voitures d'exception. Dans le paddock et dans les parkings proches du circuit, il y a également de belles choses à voir, puisque le Spa Classique, c'est aussi un rendez-vous incontournable pour les clubs de collectionneurs. Ils sont des centaines à se retrouver chaque année entre propriétaires d'un modèle ou d'une marque. L'interclub, ça permet de rassembler des véhicules à la fois des 6, des 02, des Z. Ça permet d'avoir un panel assez large, c'est vraiment sympa. T'as vu, regarde, t'as une ligne centrale, entre l'autre sur la 323, t'as deux échappements latéraux. Et c'est spécifique à la 323 sur les 21. Ouais, toutes. Je te propose d'aller voir le paddock, où on va pouvoir admirer les voitures qui, elles, roulent dans les épreuves. Là, c'est vraiment des véhicules de spectateurs et de membres des interclubs BMW. Le bas de l'aileron, il était braqué comme ça la dernière fois ici. Ouais.
Ici, on le braque comme ça. On a les données de l'époque. Ouais. On sent là, quand je passe vite dans la compression en bas, il y a un moment où... J'ai regardé, j'arrive à 2,35. Ah ouais. Et honnêtement, je lève parce que je suis une chochotte, mais... Non, c'est pas une chochotte, c'est pas tout et ça doit passer à fond. Eric Hellary, qui a gagné Le Mans à bord d'une 905, passait le raidillon à fond. Mais en effet, il est pilote professionnel, ce qui n'est pas le cas de la grande majorité des gentleman drivers qui ont le grand mérite de remettre sur la piste ces superbes groupes C. Zak Brown en fait partie, il est à bord d'une des 5 Jaguar XJR10 construites. Ce modèle n'a couru qu'aux États-Unis en période. Durant la décennie d'existence du groupe C de 82 à 92, les plus grands constructeurs ont conçu leurs prototypes avec plus ou moins de succès. Aujourd'hui, les courses organisées par Peter Auto réunissent un très grand panel de ces voitures qui ont marqué l'histoire de l'endurance. Des Porsche, des Jaguar, des Nissan, des Peugeot bien entendu, mais aussi des raretés telles que cette Aston Martin AMR1. Aston n'est arrivé qu'en 89 dans le groupe C. Et seuls 3 châssis ont été construits avant la disparition de la catégorie. La marque a produit sans doute l'une des plus belles voitures de cette période bénie, même si la MR1 n'a pas vraiment rencontré le succès. Ce qui est tout l'inverse de cette flèche d'argent. En 90, Mercedes aligne le modèle C11 sur 8 courses du championnat et la voiture en remporte 7. Au Spa Classic, la C11 a une nouvelle fois prouvé son efficacité en terminant 2e et victorieuse dans les 2 courses du week-end. C'est l'une des 6 Mercedes C11 Groupe C qui ont été construites. Il y en a 3 au musée Mercedes en Allemagne et c'est l'une des 3 restantes. C'est une voiture qui n'a jamais couru en course, mais elle a beaucoup servi au développement des C11 victorieuses. Elle a été surtout pilotée par Baldi et Schumacher. C'est au volant de cette Mercedes que Michael Schumacher s'est fait remarquer avant d'accéder à la Formule 1 ici même à Spa-Francorchamps. Michael Schumacher, tout le monde connaît, mais Mauro Baldi était pilote Formule 1 aussi. Hein. Mais évidemment, Mauro Baldi c'était un grand pilote italien Formule 1. Mais je pense ça fait partie de la grande époque. À un moment, il pouvait rouler sur plusieurs disciplines. Il pouvait faire le Mans, il pouvait faire la Formule 1, il pouvait faire... Maintenant, quand les pilotes de Formule 1, ils doivent rouler en Formule 1, ils ne peuvent plus rouler ailleurs. Donc à l'époque, on revoyait ces pilotes sur toutes sortes de disciplines, d'où l'intérêt du public, et qui pouvaient, comme maintenant, avoir accès à des boxes et admirer les voitures de près et les pilotes. C'était la grande époque. Voilà. Les Formule 1 moteur 3,5 litres atmosphériques étaient assez proches en pilotage de certaines groupes C, et c'est vrai que bon nombre de pilotes passaient régulièrement d'une catégorie à l'autre. Au Spa Classic, les trajectoires des protos et de ces superbes F1 de l'époque se sont à nouveau croisées puisque les Formula Legend 3.5 étaient en démonstration, ce qui a rappelé d'incroyables souvenirs auditifs aux passionnés présents sur le circuit. Le temps file à la vitesse de l'éclair, mais les souvenirs restent bien vivaces. Comme ceux de l'année 2000, lorsque Audi remporte la première de ses 13 victoires au Mans avec une voiture au nom devenue légende, la R8. 23 ans déjà, et pourtant, cette voiture n'a pas pris une ride. Évidemment, s'asseoir dans ce Spider, c'est un peu comme s'asseoir dans un musée. Mais il n'y a pas 36 000 solutions pour conduire une voiture. Il faut la conduire comme une voiture de course. Sinon, on n'arrive pas à chauffer les freins, on n'arrive pas à chauffer le moteur et ce n'est pas possible de la conduire. Donc il faut se donner à 100%. Enfin, 80 peut-être. Mais c'est vraiment un vrai plaisir à conduire. Et en plus de ça, elle est plutôt assez simple à conduire, cette voiture.
Si l'Audi, les Panos, la Riley Scott et autres Courage C60 ont marqué l'époque des Le Mans Series, c'est un peu moins le cas de cette voiture. Vous avez sans aucun doute reconnu la silhouette d'une Morgan, comme celle que nous venons de croiser dans le 60s, il y a quelques instants. Le modèle Plus 8 GTR de 1996. Fidèle à sa réputation, la marque utilise toujours du bois dans la conception de cette GT. Si vous regardez les passages de roues arrière et les pontons de portière, ils sont en bois. Mais la machine n'est pas vraiment compétitive face à la concurrence. Le problème, c'est que cette voiture n'était pas vraiment aérodynamique et ça ne fonctionnait pas très bien. Elle ressemblait plus à une armoire normande qu'autre chose. D'ailleurs, si vous regardez le modèle suivant, la Aero 8, qui est ici juste à côté, on voit que cette voiture est beaucoup plus aérodynamique, une meilleure pénétration dans l'air. Si vous allez dans le paddock du 60s, vous verrez également la SLR, qui était une voiture très aérodynamique. Mais celle-ci, la bleue, honnêtement, à partir de 160 km/h, on a l'impression d'être face à un mur. L'histoire se répète donc à 40 années d'intervalle pour la marque britannique. Ce genre de petites histoires font la grande histoire du sport automobile et le succès des compétitions de voitures anciennes. Le public ne s'y est pas trompé, présent en masse, et qui s'est d'ores et déjà donné rendez-vous début juillet pour une édition exceptionnelle du Mans Classique, histoire de fêter dignement le centenaire de la plus grande course d'endurance au monde.